Et du coup, oui, c'était compliqué dans mes relations sentimentales. Et si, pour une fois, on parlait d'endométriose au sein du couple ? Au fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, mais 1 à 2 fois par mois, je peux pas me lever pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'à des moments, tu avais des énormes crises en plein milieu de la nuit où tu souffrais le martyre. Je lui ai dit en le larguant. Rythme de vie, gestion des douleurs, désir d'enfant, intimité, Tiffaine et Pierre-Louis nous disent tout. Ça, la fatigue chronique dans notre couple, c'est un gros sujet de discorde. Baisse de libido aussi. Ah Donc, oui, et ben moi j'avais comme un coup de poignard au fond du vagin. L'amour, c'est bête comme phrase, hein, mais l'amour est plus fort que tout, donc on va trouver des solutions. C'était la première fois que je me disais que je pouvais peut-être passer ma vie avec quelqu'un. Bienvenue dans la Menstru Story de Tiffaine et Pierre-Louis. Bonjour Tiffaine et Pierre-Louis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente. Vous êtes le premier couple à participer à mon podcast. Donc, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, le thème, c'est l'endométriose. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Et merci Charline de nous recevoir aujourd'hui et d'échanger avec nous sur le sujet du couple et de l'intimité. Alors, tu commences par te présenter ? Ok. Eh ben, moi, c'est Pierre-Louis. Et j'ai 35 ans et j'ai rencontré Tiffaine en 2017 et depuis on a eu une petite fille et on vit ensemble et voilà, c'est le bonheur. Bonjour Pierre-Louis. Et moi je suis Tiffaine et j'ai créé le journal de l'endométriose sur Instagram et un podcast qui s'appelle Parlons d'endo. Pour informer les femmes sur l'endométriose, j'ai 33 ans et je suis la meuf de Pierre-Louis. Enfin, maintenant sa femme, mais... Tu es sa meuf, sa femme, la mère de son enfant. J'ai plusieurs casquettes. Mais je reste une femme. Tu restes une femme, tout à fait. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités de se présenter eux-mêmes en donnant 3 adjectifs. Juste, voilà, comme ça, on apprend à vous connaître rapidement. Mais comme vous êtes en couple, je vais vous proposer de donner 3 adjectifs qui définissent l'autre. Challenge. Tu commences ? Ok. Bon, gros défi. Ok, 3 adjectifs. Comme ça, je réfléchis. Bah oui, je sais, prends ton temps. 3 adjectifs qui qualifient Tiffaine. Le premier, je dirais bienveillante. Je développe pas forcément. Comme tu veux. Non, mais bienveillante, c'est bien. Et après, 2 autres, je dirais beaucoup d'humour. Voilà, beaucoup d'humour, très drôle. Et en dernier, intelligente. Oh, merci. Alors, 3 adjectifs qui qualifient Pierre-Louis. Moi, je dirais volontaire, honnête et brillant. Ça va me faire rougir. Ça va donc être une conversation à la fois drôle et intelligente. Merci beaucoup. Et brillante. Et brillante. Nous allons parler d'endométriose. Je me tourne vers toi, Tiffaine. Tu as de l'endométriose. Oui. Quand est-ce que tu as été diagnostiquée ? J'ai été diagnostiquée en 2018. En 2018, on va plutôt le dire comme ça. Et est-ce qu'il s'est écoulé du temps entre le moment où tu t'es dit « Tiens, j'ai des symptômes qui me dérangent » et le moment où on a mis un mot sur ces symptômes ? Oui, absolument. Il y a eu entre 7 et 10 ans d'errance diagnostique entre le début de mes symptômes et le moment où enfin les médecins ont posé un mot sur mes douleurs. On dit bonjour à Olympe pour ceux qui nous voient en vidéo. Bonjour Olympe. Voilà, un membre de la famille. Il s'est écoulé du temps et donc tu as été diagnostiquée toute proche de ta rencontre avec Pierre-Louis, mais tu avais déjà des symptômes. C'est quoi les symptômes que tu avais et que peut-être que tu as encore de l'endométriose qui t'ont poussé à investiguer ? La première chose, c'est la douleur la plus classique en ce qui concerne l'endométriose. J'avais des douleurs de règles, mais des douleurs anormales, c'est-à-dire pendant plus de 2 jours, qui passaient pas avec des antalgiques, des médicaments pour apaiser la douleur. Donc ça a été le premier signal d'alerte. J'ai aussi eu des douleurs pendant les rapports sexuels, qui m'interrogeaient beaucoup, surtout quand j'étais plus jeune, ça me faisait peur et j'en avais honte. J'avais beaucoup de mal à en parler. Des gros problèmes digestifs pendant mes règles et à l'ovulation. Et puis le fameux symptôme de l'endométriose dont on ne parle pas, des fatigues chroniques. Alors, à 33 ans, à la limite, on peut se dire je suis fatiguée, c'est la saison. Mais quand à 21 ans, quand on dort 10 heures par nuit pendant une semaine, on n'est pas reposé. Il y a quelque chose d'inquiétant qui s'installe sur la durée.
Est-ce que, avant de rencontrer Pierre-Louis, ça a déjà impacté tes relations de couple ou est-ce que tu avais peur que ça impacte tes relations de couple, le fait que tu aies de l'endométriose? J'avais peur, je savais pas que j'avais de l'endométriose quand j'étais plus jeune, donc je l'ai su au moment de rencontrer, 3 mois après ma rencontre avec Pierre-Louis. Je savais pas vraiment ce que j'avais, mais il y avait quelque chose en moi qui fonctionnait pas, avec des grosses crises de douleur, des moments où j'étais empêchée, où je me reconnaissais pas. Et du coup, oui, c'était compliqué dans mes relations sentimentales et dans mes rencontres à cause de ça. T'en as parlé tout de suite quand t'as rencontré Pierre-Louis? Non, j'ai pas parlé de. En fait, je savais pas que j'avais de l'endométriose et mes douleurs. Tu lui as parlé de tes douleurs, de tes troubles. Ça se voyait surtout. Est-ce que je t'en ai parlé? T'as pas eu tellement Si, tu m'en as parlé, surtout parce que t'avais peur, tu comprenais pas ce qui t'arrivait. C'est-à-dire qu'à des moments, t'avais des énormes crises en plein milieu de la nuit où tu souffrais le martyre, on a dû appeler SOS médecin plus d'une fois. C'est vrai. Et tu savais pas pourquoi, et donc en fait, c'était comme s'il y avait eu des années qui s'étaient accumulées et qui venaient se libérer peu de temps après notre rencontre, enfin libérer entre guillemets, du coup, qui venaient vraiment s'exprimer. Et là, tu laissais libre cours à ta douleur face à moi, je trouve. Et, dès le début de la relation? Non. Non. Quand même pas. Ah bah moi, j'ai pas ce souvenir-là. Peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, oui. Parce que toi, Pierre-Louis, tu sais pas ce que Tiffaine ne t'a pas montré au début. Oui, c'est ça. Absolument. Et puis c'est totalement vrai. Non, puis j'étais impressionné par à quel point t'avais mal, quoi. Du coup, voilà, mais je trouvais que t'avais vraiment des douleurs qui étaient anormales et qui pouvaient pas s'expliquer juste avec la phrase de j'ai mes règles et j'ai mal, quoi. Ouais. Il y avait autre chose derrière, et donc tu as poussé pour essayer de comprendre pourquoi. Mais... Parce que du coup, la première fois que tu l'as vu avoir aussi mal, c'était genre 1 mois après votre rencontre, parce que c'était les règles qui suivaient la rencontre, ou est-ce que toi, Tiffaine, tu t'as pas forcément montré ça tout de suite et... Oui, non, moi quand j'ai rencontré Pierre-Louis, j'avais envie quand même de me montrer sous mon meilleur jour, quand même. T'avais un peu envie de cacher ça. Oui, j'avais pas envie de lui en parler. Et puis j'avais beaucoup fait du déballage dans mes rencontres précédentes, du déballage de drame. Genre je te rencontre et je me présente telle que je suis, avec tous mes problèmes, toutes mes angoisses, toutes mes douleurs. Et je m'étais rendu compte que c'était pas à l'autre de porter ça. Ouais, c'est rigolo parce que tu peux te dire aussi, je me montre telle que je suis, comme ça il n'y a pas de surprise après. Alors voilà, mais en fait, je pense c'est important de choisir en conscience ce qu'on dit à l'autre, et il faut aussi savoir qu'il a le droit de le recevoir comme il veut. Et s'il n'est pas prêt à le recevoir, et ben ça doit être ok aussi. Donc j'ai attendu de connaître Pierre-Louis pour me sentir libre et suffisamment aimée aussi et écoutée pour lui dire au fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, mais 1 à 2 fois par mois, je peux pas me lever pendant 3 jours. Et ça, je l'ai pas dit tout de suite. Mais donc, non, quand il l'a découvert, parce qu'on a très vite commencé à être collés tout le temps, oui. Donc j'allais dormir chez lui. Et très vite, il a vu qu'il y avait un souci. On a emménagé assez rapidement ensemble. Au bout de quelques mois. Et tu as quand même découvert que tu avais de l'endométriose quelques mois après notre rencontre. Et donc à ce moment-là, tu m'as tout de suite dit que tu as eu de l'endométriose au moment où tu as eu tes résultats. Oui, 4 mois après. Mais voilà, il y a eu une période quand même d'installation du dialogue, de la confiance, où j'avais pas envie de te confier ça. J'avais envie de te confier d'autres choses. Et puis après, il y a eu ce moment assez difficile où je t'ai parlé de ce problème dans ma vie qui était la douleur, les règles hémorragiques, etc. T'avais déjà entendu parler d'endométriose, toi, avant, Tiffaine? Non, jamais. Mais... Non. Et d'ailleurs, quelques années après, j'ai reparlé avec des copines du lycée où, quand on se voit X années après, on se fait le bilan de où on en est dans la vie. Et si je parlais d'endométriose, il n'y en avait aucune de mes copines qui connaissait non plus. Ouais. Même à 28 ans, 30 ans, qui ne connaissaient pas ça. Donc, En même temps, 2017, à l'époque, c'était un peu avant qu'on en parle davantage. Totalement. On en parle vraiment, depuis 2020 peut-être? C'est cette sensation que tu as aussi? Ouais, ça a été inscrit au programme des médecins en 2019, l'endométriose. Donc avant, il y avait les associations de patientes qui en parlaient et qui sont assez puissantes et très très impliquées, mais ça suffisait pas. Personne n'en parlait. Moi, j'ai quand même vu une dizaine de médecins avant de rencontrer Pierre-Louis, au minimum. On va dire que j'arrondis. Personne n'avait jamais prononcé le mot endométriose, et pourtant, j'en avais tous les symptômes. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu un diagnostic à un moment donné? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est juste les mêmes examens et cette fois-ci, on a vu? Est-ce que ça a été un autre professionnel?
En fait, c'est le professionnel qui me suivait depuis que j'étais plus jeune, donc mon généraliste, qui a assisté à une conférence donnée par un professeur qui m'a suivie par la suite. Et en fait, en écoutant cette conférence, donc de ce professeur qui sensibilisait sur l'endométriose, il m'a vue. Et il m'a appelée. Il m'avait demandé de plus venir le voir parce que je venais tous les mois, en fait. Je lui demandais de me mettre en arrêt tous les mois. Et un jour, il m'a dit « Je pense que vous êtes surtout la reine de la mauvaise foi. » Waouh. Ça a été un moment assez difficile parce que j'ai quitté son cabinet en me disant que je ne remettrais plus jamais les pieds chez un médecin. Mais en réalité, il m'a rappelé, il a fait son mea culpa. Et puis il m'a dit « Je sais ce que vous avez, venez, je vais vous donner des ordonnances, vous allez faire les examens adéquats. » Waouh. Ouais. C'est bien qu'il t'ait rappelé. Oui, voilà. Et donc, c'est une échographie qui a mis en évidence? C'est une IRM. Une IRM. C'est une IRM. Que tu n'avais jamais faite, on t'en avait jamais prescrite à l'époque. Jamais prescrit d'IRM. On m'avait prescrit des échographies, mais pas d'IRM. Et donc, ce diagnostic tombe. Toi, tu le vis comment, Tiffaine? Est-ce que c'est un soulagement d'avoir un mot sur ces douleurs? Est-ce que tu te dis, finalement, il y a le mot, mais voilà, j'ai toujours les douleurs là. Qu'est-ce que tu ressens? Quand j'ai eu le diagnostic, j'étais perdue parce que il y avait cette double... Ouais, je suis d'accord. Je me souviens, c'était le drame. En fait, c'était la contradiction de je sais ce que j'ai, je suis pas folle. Et en fait, ça fait peut-être 7 à 10 ans qu'il y a une blessure quand même en moi de est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis trop fragile pour notre monde? Ou est-ce qu'en fait, j'ai rien? Je suis juste complètement zinzin en fait. Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Donc il y avait cette réassurance-là de il y a quelque chose et on vous croit et tout, voilà, et waouh. Et il y avait quelque chose d'autre, de plus triste, c'était mais qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma vie? Et je me suis beaucoup posé la question du couple quand même. C'est vrai que pour moi c'était important parce que j'avais vraiment eu le déclic. C'est des histoires, enfin c'est pas du tout pour édulcorer mon histoire, mais c'était la première fois que je me disais que je pouvais peut-être passer ma vie avec quelqu'un. Et en fait, d'apprendre que j'avais cette maladie chronique, en plus on m'a dit en même temps que j'étais infertile. On m'a fait faire des tests qui prouvaient, qui montraient, en tout cas sur une partie des tests, heureusement j'ai su par la suite que pas, mais que ma réserve ovarienne était peut-être vide. Ok, donc tu as eu et le diagnostic d'endométriose et en même temps on te dit vous n'allez pas avoir d'enfant. Voilà, où ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué, mais a priori vous n'aurez pas d'enfant. Ouais, donc là tu es au début d'une relation où tu te dis ok j'ai envie de vivre avec lui. Comment je vais lui dire? Et puis c'est marrant parce qu'on se dit moi c'est chiant pour moi, à la limite c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est mes épreuves, mais je me suis demandé comment j'allais proposer à une personne de vivre ses épreuves avec moi. C'est salut. Et tu te souviens comment tu lui as dit? Je l'ai dit un peu. En fait, je lui ai dit en le larguant. En fait. Ouais. C'est vrai? Ouais, on est allé prendre un verre. En fait, j'ai pas envie que tu supportes ça. J'ai vu ça dans mon C'était un peu le drame ce jour-là. C'était un énième, un énième examen que tu faisais. Et je t'ai envoyé un message pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça s'était passé. Tu m'as pas répondu, ce qui était étrange par rapport à d'habitude. Et parce que d'habitude, tu m'envoyais un message en disant comme d'habitude, aucune explication, mes douleurs, je trouve pas de réponse et tout. Et là, tu as fini par me répondre et on s'est retrouvés pour aller prendre un verre. Et effectivement, tu m'as largué en disant que c'était pas possible. Tu m'as largué parce que pour toi, la réponse était c'est pas possible qu'on soit ensemble. J'ai de l'endométriose, c'est mort quoi. Ouais. Et toi, t'as appris cette nouvelle comment, Pierre-Louis? Moi, je lui ai dit que ça m'allait pas du tout cette histoire de me faire larguer là. Quand on avait une réponse sur ses douleurs, que c'était pas dans sa tête, que non, elle était pas la reine de la mauvaise foi, que c'était pas des films qu'elle se faisait, qu'elle avait pas une maladie psychique. Qu'il y avait vraiment des explications quoi, concrètes. Et moi, ça me... j'étais là, on va apprendre l'amour, c'est bête comme phrase, mais l'amour est plus fort que tout, donc on va trouver des solutions. Non, mais t'es vraiment comme ça. Tu m'as vraiment toujours dit l'amour est plus fort que tout, c'est comme ça. Ouais. Et donc quand elle t'a dit, mais tu comprends pas, je pourrais peut-être pas avoir d'enfant, t'as dit l'amour est plus fort que tout. Ouais. J'ai dit on trouvera nos solutions. Il y a plein de, ça arrive à plein de couples quand même, et c'est pas pour autant qu'ils se séparent. Et donc pourquoi nous on serait différents? Tu m'as dit que les bébés c'était un bonus et que c'est moi que t'aimais. Ouais, c'est ça. Ça va me faire pleurer. C'est trop beau. Je me souviens. Et donc vous êtes restés ensemble?
Oui. On est resté, oui, complètement. On est resté ensemble. Et puis surtout, je me suis calmée un peu. C'était le drame du trop-plein, le drame de j'ai pas encore fait le tri. J'ai pas fait preuve de clarté sur le moment. J'avais juste aussi, je pense, envie de pleurer, de tout envoyer valser, mélange de colère. Et où j'avais besoin d'amour aussi, je pense. Et j'avais du mal à me l'apporter à moi-même sur le moment. Et c'est vrai que Pierre-Louis, là-dessus, il a pas dramatisé, il a pris du recul. Et il m'a rappelé qu'on était ensemble pour les bonnes raisons et qu'on allait voir comment ça se passait déjà, en fait, le chemin. Et comment, ensemble, vous avez vécu les mois, les années à venir, cette endométriose? Toi, Tiffaine, tu as une endométriose qui peut être vraiment handicapante. Est-ce que tu peux nous donner des exemples où, je sais pas, peut-être vous deviez aller à des événements et comment vous arrivez à gérer ça ensemble en couple? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Déjà, ça, on peut le dire. Merci de le dire. Dans le podcast, parce que vraiment, c'est pas simple et il n'y a pas de recette miracle. Après, nous, on a quand même établi des fonctionnements. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'erreur de me forcer pour cultiver les liens avec nos amis, pour être solaire, pour être toujours au top de la forme. J'ai vu que ça marchait pas, pour la simple raison qu'en fait la douleur me coupe des autres et que j'arrivais pas à exprimer cette douleur. Soit je me victimisais énormément, soit je parlais pas et je me mure dans un silence. Donc c'est vraiment des choses au début que j'avais besoin de vivre seule. Donc on a pas mal séparé nos forces. Ouais. Où Pierre-Louis vivait des événements. J'avais vraiment pas envie qu'il se prive de sortir, qu'il se prive de partir en week-end, de vivre sa vie comme il entendait. Après, dans ta nature, toi, t'as plutôt tendance à vouloir rester avec moi quand ça va pas. C'est ça. C'est que j'ai du mal à laisser quelqu'un qui est en train de douiller et dire moi je vais aller faire la fête, je vais aller retrouver mes copains pour sortir, alors que je sais que la personne que j'aime et avec qui je veux construire ma vie est au fond d'un lit en train d'avoir mal, quoi. Donc non, le début, c'est vrai que je me suis un tout petit peu ça a été pas forcément facile dans mes relations d'amitié parce que je restais beaucoup à la maison et ça n'a pas été facile pour toi non plus après en reparlant, parce que du coup ça te faisait culpabiliser de me couper de mes relations d'amitié. Donc c'est un équilibre qui est super dur à trouver, hein, franchement. Tu trouves que tu l'as aujourd'hui, cet équilibre ? Non, c'était ma résolution de nouvelle année. On a fait un week-end avec des amis et on a fait un tour de table sur les résolutions et j'ai dit c'était de trouver cet équilibre couple-amitié. Il ressemblerait à quoi cet équilibre ? Du coup, pour que tu te sentes bien, c'est vrai que c'est difficile. T'as pas envie en fait de faire le choix de l'un plutôt que l'autre. T'as envie d'être dans un et, je me doute, et le couple et les amis. Faire confiance à ce que me dit Tiffaine. Si elle me dit pas de souci, vas-y, ça veut dire que parce qu'on essaye d'établir cette règle de transparence entre nous. Et donc si elle me dit c'est bon, vas-y, c'est que c'est bon, je peux y aller. Et j'ai aussi toujours été transparent vis-à-vis de mes amis. Et je pense qu'aujourd'hui je le suis. S'ils me voient arriver tout seul, ils me disent mais il n'y a pas Tiffaine, et je vais leur dire si Tiffaine est d'accord avant, oui, là il y a une crise et du coup je viens tout seul et elle est désolée, elle aimerait bien se être là, mais voilà, il n'y a pas le choix. Toi tu as su dès le début, Tiffaine, justement être clair sur tes besoins et les exprimer à Pierre-Louis. Tu vois, on a vite tendance parfois à dire une chose et espérer l'autre. Ouais. Est-ce que tu as su rapidement être clair ? Non, vraiment, si je te dis qu'il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a pas de souci. Pas d'interprétation à avoir. Ou quand même, au fond de toi, il y a un moment donné où tu étais en eau trouble. Non, je pense que la première année, j'avais besoin d'être sauvée. Quand même. Très honnêtement, en fait, je me rends compte avec le recul. J'avais un discours de fais ta vie, je veux surtout pas je veux pas avoir quelqu'un qui est lié par comme si c'était un peu mon aide-soignant, ou comme voilà, je voulais vraiment rester très femme et très libre de tout ce que je fais, mais en fait au fond de moi j'avais le fait que Pierre-Louis reste beaucoup avec moi, qui m'accompagne dans mes crises de douleur, qui soit au courant quand j'ai un rendez-vous chez le médecin, ça a eu de la valeur. J'essaie de t'accompagner au rendez-vous. Tu m'accompagnais souvent au rendez-vous. Non, en fait, c'est vrai que ça a eu de la valeur, même si je ne l'ai pas formulé. Donc, le rôle d'aidant, même quand on est un jeune couple, il n'est pas facile à porter. Je pense que ça dépend des caractères. Si l'autre n'est pas en mesure d'aider, il faut qu'il puisse garder sa liberté, trouver des accords qui conviennent à chacun. C'est très différent d'un couple à l'autre. J'imagine que même il y a à chaque couple son identité et sa manière d'être là l'un pour l'autre. Mais Pierre-Louis s'était aligné pour toi d'être à mes côtés dans cette épreuve
parce que c'était quand même une épreuve. Et moi, ça a été aligné pour moi qu'il soit là au début. Et au fur et à mesure, j'ai un peu poussé vers la sortie en lui disant, voilà, maintenant je suis prête. J'ai vu que tu m'aimais, je me suis sentie aimée et j'ai besoin de faire les choses solo. Et moi, à refaire, je pense que j'aurais dû dire à mes amis, dès le départ, je vais prendre un temps. Je serais peut-être un peu moins présent pendant une période, mais parce que, en fait, Tiffany est la femme de ma vie. Je le savais en la rencontrant et j'ai envie de pouvoir être présent. Et du coup, oui, je serais un peu distant sur mes relations d'amitié, mais c'est pas pour autant que je veux les couper. Et je pense que ça a été difficile pour certains de mes copains de voir qu'effectivement j'étais moins là. Mais tu penses que c'est à cause de l'endométriose, ça, ou c'est juste... Je dirais pas que c'est à cause de l'endométriose, je dirais que le fait d'être là à tes côtés, forcément je les voyais moins souvent. Et eux, ils savaient pas pourquoi. Et donc en leur disant, je pense que ça aurait changé peut-être un petit peu les choses. Voilà, on aurait été aussi peut-être plus à l'aise, je sais pas. Ok. Bon, qu'est-ce qui a fait, Tiffany, qu'avec le temps, justement, tu as réussi à dire à Pierre-Louis, c'est bon, là, maintenant, je peux gérer davantage toute seule? Est-ce que c'est juste le temps et comme tu dis, tu t'es sentie aimée? Est-ce que, je sais pas, c'est un accompagnement par un ou une psychologue? Qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu t'es dit... parce que tu peux juste te conforter dans ce confort. Se conforter dans ce confort. Tu vois. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. On peut un peu se reposer sur l'autre et se dire que ça nous va. Mais en fait, moi, ça me convenait pas trop. Je pense dans ma personnalité, la dépendance à l'autre, même affective, j'ai l'impression qu'elle m'éteint. Trop compter sur l'autre, finalement, ça simplifie trop la vie et on en perd ses élans. J'ai besoin d'être seule face à mes propres difficultés pour les surmonter d'une certaine manière seule. Alors, je pense qu'il y a peut-être des croyances limitantes dans ce que je te dis, mais c'est ok. Pierre-Louis, il a été quand même là, malgré moi, parce que je lui demandais pas d'être là, mais il l'a été, et c'est venu réparer quelque chose, donc force est de constater que j'avais besoin de ça. Dans la deuxième partie de mon parcours de soins, j'ai été seule à prendre mes rendez-vous, seule à suivre mon parcours de soins, à voir un psy, pour m'accompagner, une sophrologue, à commencer une nouvelle vie par rapport à mon alimentation. Et tout ça, il fallait que ça soit des décisions en conscience qui reviennent qu'à moi. Et donc là, j'ai fait pas mal de retraites toute seule, où je partais en week-end pour me poser, pour réfléchir. J'ai vu pas mal mes amis. C'était un moment de recentrage, donc ça a été assez paradoxal. D'abord beaucoup à deux, et puis après plus distant. Comment tu l'as vécu ce moment où elle t'a dit « c'est bon, maintenant je peux voler un peu plus de mes propres ailes » Peut-être un petit peu déstabilisant au début, mais en vrai, j'étais heureux parce que du coup, c'était comme si tu te réouvrais à plein d'autres choses et entre guillemets, tu avais pris en main ta maladie et c'est comme si c'était toi qui étais maître un peu de ton destin. Donc, non, j'étais fier d'elle. Et oui, c'est souvent un peu l'expression qu'on peut utiliser vis-à-vis de l'endométriose sur les guerrières. Mais voilà, non, c'est une battante et j'étais fier d'elle. Donc, non, j'étais content. Quand tu dis, Tiffany, que Pierre-Louis t'aidait dans les moments douloureux, concrètement, est-ce que c'était sa présence, et c'est tout, entre guillemets, ou est-ce que Pierre-Louis, tu faisais des choses concrètes qui aidaient Tiffany? Choses concrètes, je dirais l'alimentation. Ouais. Comme quoi? L'alimentation anti-inflammatoire, donc du sans gluten, et la viande, et pas de viande rouge. Tu t'es renseigné toi-même ou c'est Tiffany qui t'a fait un peu un listing? Non, je pense que c'est Tiffany qui m'a expliqué que c'était une des... Non, mais tu m'as pas fait un listing de la nourriture, mais tu m'as dit qu'il y avait ça qui pouvait peut-être aider. Et donc, on a mis en place ça. Et en fait, ça m'arrangeait pas mal parce que, du coup, moi aussi, sur le gluten, c'est très bien si je peux éviter. C'est toi qui cuisines, Pierre-Louis? Ouais, plutôt. J'aime bien ça. Oui, et puis je me suis un peu renseignée comme un rat de laboratoire sur qu'est-ce que c'est un régime anti-inflammatoire. Donc j'étais dans le bouquin régime anti-inflammatoire, mais concrètement, je ne changeais pas mes habitudes. Et en fait, je continue à faire des très grosses crises digestives et je rageais parce que crise pendant les règles, crise digestive, donc c'est lié à des petites lésions dans l'intestin qui flambent à certains moments, donc tout est un peu enflammé dans le ventre, donc le ventre gonfle, c'est très inconfortable, ça fait mal, ça fatigue, et donc je me suis débarrassée de ces crises digestives d'une certaine manière et de ces inflammations chroniques en changeant mon alimentation, et c'est Pierre-Louis qui a cuisiné pendant 6 mois
qui a fait les courses de pâtes sans gluten, qui m'a mis au pain au petit épeautre, des trucs très concrets, parce qu'il est plus concret que moi, du quotidien, qui en fait, moi après j'ai repris ces habitudes et je cuisine comme ça aujourd'hui pour moi, enfin j'essaye au maximum, mais bon en ce moment voilà, et c'était bien utile, c'était chouette ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Puis après, tout à l'heure, tu parlais de la fatigue chronique. Du coup, par rapport à ça, je pense que là où je pouvais un peu aider, c'est être à l'écoute de ça, justement, de sa fatigue chronique, et d'essayer de ne pas te faire culpabiliser, ou de t'aider à ne pas culpabiliser sur les moments où tu avais besoin de te reposer. Ouais. Donc, voilà, aussi m'organiser pour avoir des choses à faire en solo, et que tu puisses avoir du temps pour toi. Absolument. Au niveau de l'intimité, tu as dit que tu avais des douleurs pendant les rapports. Vous m'aviez dit que vous étiez OK. Pour les personnes qui nous écoutent, je ne les prends pas en traître. C'est vrai. T'en as parlé tout de suite à Pierre-Louis que parfois tu avais mal pendant les rapports, ou est-ce que, comme beaucoup de femmes, tu t'es dit bon, je verrai bien si toutefois cette fois-ci j'ai pas mal? Ouais, non, je t'en ai pas parlé tout de suite. J'en ai pas parlé tout de suite à Pierre-Louis des douleurs sexuelles. Les premières fois où j'ai ressenti ce coup de poignard, on se dit les choses. Ouais. Hein. Donc c'est comme un coup parce qu'il y a différents types de douleurs. douleurs. Sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc ouais. Tu peux décrire celle que tu avais toi. Et ben moi j'avais comme un coup de poignard au fond du vagin. Super. Donc super. Mais ça donne vraiment envie d'avoir des rapports. Voilà, le terme plaisir en tout son sens. Non, c'était la première fois que ça m'est arrivé. J'ai vraiment eu très très mal. C'est très intense, ça dure 2 secondes, mais c'est à tomber dans les pommes. Donc il y a quelque chose physiquement où on sursaute. Enfin, l'autre peut-être perçoit quand même qu'on est déstabilisé, mais j'ai vraiment mis de l'énergie à le cacher les premières fois. En me disant, je vais traiter ça de mon côté, je sais pas trop, peut-être que c'est une question de position, peut-être que c'est une question d'état d'esprit. Toujours l'habitude de dire aussi, ça vient peut-être de moi. Peut-être que je suis angoissée, je m'en rends pas compte, on se trouve des excuses. Et puis au bout de 3 fois, j'étais obligée d'en parler avec Pierre-Louis parce que c'était trop douloureux. Puis surtout, en fait, ton corps réagit, donc il y a un truc qui est concret, c'est que tu repousses l'autre. Oui. Et donc à ce moment-là, on comprend pas trop ce qui se passe en tant que partenaire, on est là, oula, j'ai fait quelque chose de mal. Et puis donc on me pose la question, et puis en fait l'autre est dans sa douleur, et en plus tu culpabilisais d'avoir mal, donc tu répondais pas forcément. Donc il y a un blanc. Ok, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Non, ça, il y a le sujet, mais c'est toi qui as abordé le sujet. C'est pas moi qui j'ai pas osé. Trop rentrer dans les détails. Non, on en a bien parlé tous les deux assez vite. Et on a essayé de trouver des solutions aussi. Ouais. Ça a été vraiment sujet très ouvert parce qu'on n'avait pas vraiment de clé, on ne savait pas comment aborder le sujet. On n'a pas vu de professionnel pour ça. Donc ça a été au feeling, étape par étape. Oui. Moi, j'ai fait la méthode de la fuite. La méthode de la fuite. C'est-à-dire que tu fuis tout rapprochement pendant oui, j'étais en mode, quelle est cette position qui empêche les douleurs? C'est incroyable, tu ne fais rien. Alors moi, j'ai un super conseil à vous donner si vous ne voulez pas avoir mal pendant les rapports. Fuyez. Donc, il y a une sorte de petite Tiffany qui courait partout dans l'appartement, moi qui courais derrière. L'horreur. Merci pour ce conseil concret. J'ai vu l'image. Non mais je rigole, mais n'empêche que dans tous les cas, tu ne te forçais pas. Tu mentais pas sur la douleur. Non. Les premières fois, un petit peu, parce que j'avais entendu des phrases que je comprends et en même temps que je valide pas, parce que ça n'incite pas à aller dans les vrais sujets avec son partenaire. J'avappétit petite vient en mangeant, ou j'avais entendu faut faire pour avoir envie. On a tout compris, mais avec cette voix. Oui, l'appétit vient en mangeant pour les personnes qui ont pas compris. Je suis pas un plat. C'est vrai que c'est un podcast, faut pas que je prenne des voix de dessins animés. Mais j'avais entendu des phrases comme ça de professionnels qui m'avaient perturbée en tout cas. Ouais. Et non, je pense que c'est important quand même d'aller vraiment dans le fond du problème. J'ai l'impression de faire que des phrases connotées, mais et d'essayer de poser les mots sur est-ce que ça fait peur, est-ce qu'il y a de la honte, est-ce qu'on a la flemme d'essayer de trouver des solutions. Par exemple, j'ai lu dans des bouquins après qu'on pouvait passer par le tantrisme, on pouvait quitter un peu la sexualité occidentale pour aller vers une sexualité plus orientale, qui est moins
autour de la pénétration, si c'était un problème. Tout ça, et j'entends, mais en fait, on a le droit aussi d'avoir la flemme de s'adapter. On a aussi beaucoup parlé du slow sex, donc on prend beaucoup son temps. Voilà, c'est des choses, il faut vraiment être raccord avec son partenaire. Donc si on n'en parle pas et qu'on n'arrive pas à en rire, je trouve que c'est compliqué. Toi, Pierre-Louis, est-ce qu'il y a eu une petite ambivalence en toi entre, bien évidemment, j'ai pas envie de lui faire mal, mais en même temps, comment on peut faire autre... Enfin, j'ai pas d'autre option, quoi. Je veux bien t'aider, mais en fait, est-ce que, tu vois, c'est cette espèce de... est-ce que la solution, c'est rien? Je dirais pas que la solution, c'est rien, mais je pense que c'était réapprendre à faire autrement par rapport à quelle idée j'ai un peu préconçue de qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Donc, c'était déconstruire le schéma que je pouvais avoir pour en créer un nouveau. Et donc, effectivement, c'est passé par ce qu'a dit Tiffaine, qui est prendre son temps, être plus doux. Et en fait, concrètement, ça a marché. Enfin, moi, je trouve que ça a beaucoup changé. Et il y a mon opération. Ouais, et le dernier point, l'opération. Parfois, il n'y a pas de solution miracle. Quand on a une lésion mal placée, il faut aller l'enlever. Mon opération a fait quand même que j'ai pu me rééduquer, entre guillemets, avec moins de douleur et donc probablement casser un peu un cycle chronique de douleur et d'anxiété autour de la sexualité qui a été présente au début. Elle remonte à quand cette opération? Elle remonte à 1 an après mon diagnostic, un peu moins d'un an, 2019. Ouais. Vous étiez pas encore en projet bébé à ce moment-là? Non, on n'était pas en projet bébé. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que l'opération, elle était proche... Ça a été assez... Enfin, ça dépend ce qu'on peut appeler proche. Mais en fait, il nous avait dit, le médecin qui t'avait opéré, il avait dit, entre autres, que si on voulait avoir un projet bébé... Ah, c'est un bon moment après l'opération, peut-être. C'est pas mal. Je t'ai coupé la parole, pardon. Il y a eu un an. Il y a eu un an avant qu'on se dise, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et on était en projet bébé sans l'être, en fait. Oui. Attends, je rembobine. Pardon. Tu as eu ton opération en 2018 2019. Et le projet a démarré? En fait, puisque les médecins... En fait, c'était très flou, et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on ne s'était pas dit qu'on voulait un bébé. Vraiment, on n'en avait pas parlé, en fait. Mais puisque les médecins m'avaient... Enfin, le médecin en question, puis un autre après, m'avait dit « Oula, vu votre résultat d'AMH et vu les signes cliniques qu'on observe... donc l'AMH, c'est indicateur de la réserve ovarienne. A priori, il y a peu de chances que vous tombiez enceinte. » Et donc, on s'était un peu dit sans se dire... Là, c'était vraiment sans se dire, bon, si ça arrive, on ne sera pas mécontent, mais a priori, ça n'arrivera pas. Et il se trouve que ça n'est pas arrivé. Donc, voilà. J'ai tellement d'histoires on nous a dit que ça n'arrivera pas, et ça arrive. C'est ça. Et là, oui, nous, on n'espérait pas plus, mais voilà, moi, je pense que j'avais une volonté un peu ambiguë de tester mon corps. Et puis, je savais que j'étais avec la bonne personne pour le faire aussi. Je pense quand même que ça jouait énormément. Et Pierre-Louis était... je suis rassurée. Était aussi... Tu me disais que j'étais la femme de ta vie, et donc, on se disait, si ça arrive, c'est un peu tôt, mais c'est OK. Oui, et puis fin 2019, je t'ai demandé en mariage. On s'est mariés en 2020. Et après, on a eu un projet concret de bébé, mais où là, effectivement, on a eu un parcours PMA, mais... Ouais. Oui, on a fait un parcours PMA, mais du coup, le projet n'était pas là à ce moment-là. Non, il était est pas venu là. après le projet bébé, bien après l'opération, un an et demi. Oui. Et donc ça y est, ce projet bébé arrive, vous savez tous les deux, vu que de toute façon ça pouvait arriver plus tôt que ce n'est pas arrivé, que ça risquait d'être compliqué, vous avancez dans le projet PMA avec quel sentiment, avec quel vécu ? Le projet PMA, ça a été pour nous une grande opportunité et beaucoup d'espérance et de joie. Alors, il y a plein de couples qui le vivent très différemment. C'est vraiment notre vécu parce qu'il y avait le Covid à cette époque, parce que j'ai de l'endométriose. Donc, en fait, je me suis concrètement dit, si j'avais vécu la Renaissance au Moyen-Âge, et même il y a 100 ans, je n'aurais jamais eu d'enfant. Donc, pour moi, d'avoir cette possibilité, d'avoir accès comme ça à la procréation médicalement assistée, et de pouvoir le faire avec un homme que j'aime, c'était une chance inouïe. Donc j'ai tout de suite accueilli ça avec beaucoup de joie. Sauf qu'il y a eu le Covid, sauf que les centres de PMA ont été remplacés par des centres de réanimation, et que du coup, l'opportunité qu'on avait a été... Et là, je me suis dit, en fait, si le Covid dure 10 ans ou 15 ans, concrètement, on ne savait pas à l'époque.
concrètement, je pense pas que je puisse avoir d'enfant, ou en ouais. tout cas, il y a eu une petite peur comme ça. Pour toi aussi, on s'est dit, ah mince, peut-être on aurait dû y réfléchir, en même temps on n'était pas prêts, donc... et puis moi, le sentiment de maternité, enfin le désir de maternité, il n'était pas présent. Il est venu avec Pierre-Louis. En fait, j'aime bien dire que on n'a pas eu un désir de... Enfin, j'ai pas eu un désir de maternité, j'ai eu un désir de parentalité. On a vraiment eu envie de devenir parents tous les deux, et donc ça a mis du temps. Et puis, ce projet PMA, quand il a commencé, on était sereins, mais mot d'ordre, garder la tête froide, parce qu'on nous avait quand même bien dit qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne. Puis il y avait un petit truc, on se sentait pressé par le temps. Et ça nous énervait un tout petit peu. Dans quel sens ? Par rapport à la MH ? Par rapport à la MH, par rapport au fait que ton opération commençait à remonter un petit peu. Et donc, du coup, l'endométriose pouvait se redévelopper. Et donc, on nous disait un petit peu, enfin, les médecins disaient, faut pas perdre de temps. Oui, parce et que donc, je prenais plus de traitement. ça me faisait... Oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est vrai, tu prenais plus de traitement. Et donc, ça faisait un petit peu peur. Et on se disait, bon, ok, faut y aller. Ouais. Mais voilà, on aurait parfois aimé être vraiment libre de prendre nos décisions. Vous avez fait tous les rendez-vous ensemble ? Pas vraiment. Pour la PMA, bizarrement, j'ai quand même beaucoup porté la charge mentale des rendez-vous médicaux. Mais mon cher et tendre était là pour les rendez-vous à deux. Et oui. Et puis, alors après, toi, tu bossais à ce moment-là chez Lagardère ? Je bossais dans la radio à ce moment-là. Ouais. Mais surtout, il y avait tout le parcours PMA, ça s'articule avec une partie de stimulation. On se fait des piqûres. Avant, il y avait une partie de préparation de mon utérus parce que avec l'endométriose, il était très inflammé et bref, plein de détails techniques, mais en tout cas, il fallait le préparer avec des hormones. Après, il y avait la phase de stimulation et ensuite, après, il y avait la ponction. Et ensuite, voir si la FIV fonctionnait, parce que du coup, c'est in vitro, donc l'embryon... Ils vous ont tout de suite parlé du mode de PMA que vous alliez faire. Oui. Ouais. On était tout de suite dans la FIV. Pour eux, c'était maximiser nos chances, il fallait pas perdre de temps, l'endométriose était quand même bien présente, mon AMH bien bas, et donc ils nous ont tout de suite indiqué que la FIV, c'était pour eux la recommandation... la plus sérieuse. Est-ce que lors des premiers rendez-vous, ils ont fait un test de fertilité pour toi aussi, Pierre-Louis ? Oui, le professeur qui nous suivait a tout de suite dit, dans un premier temps, il faut que les deux fassent ce test parce que sinon, ça sert à rien de te faire... Parce qu'effectivement, il nous avait bien dit que ça allait être lourd pour toi comme processus. Oui, ça allait être, c'est engageant. Voilà, c'est engageant, c'est plein de choses pour ton corps. Et donc, il fallait effectivement que moi, tout de suite, j'aille faire un test de fertilité, ce qui ne m'a pas dérangé. Honnêtement, moi j'ai pris la PMA, la FIV sans... J'étais plutôt heureux parce que je disais c'est une chance, c'est une opportunité, donc autant y aller avec le smile. Le smile. Non, t'avais le smile et puis t'as jamais boudé la situation, quoi. Non, jamais. Depuis le début, c'est un truc de couple. Ouais. Ça a mis du temps à fonctionner ou pas ? Et non, on a eu beaucoup de chance. on a beaucoup de chance et ça a été la récompense. C'est qu'on était parti avec des chiffres dans les examens que j'avais faits qui n'étaient pas dingues. Mais le professeur qui nous suit d'ailleurs encore, m'a dit « Je vois des images, je vois des chiffres qui ne coïncident pas. Qu'est-ce qu'on croit, les images ou les chiffres ?» Et on lui a dit les images. Il a dit évidemment, donc on y va, ça va bien se passer. Yes. En fait, ça a marché du premier coup. Et ça... c'était chouette. Non, c'est chouette. Ça nous permet d'avoir aussi, je pense, ce petit regard aujourd'hui en disant... doux. Oui, doux, voilà. C'est effectivement... Oui, forcément, le souvenir que ça vous laisse est forcément avec ce que vous avez vécu. Du coup, tu n'as pas dû faire de la stimulation trop longtemps, Tiffaine ? Non, en fait, j'ai fait 9 jours d'injection, déclenchement de mon ovulation, ponction de mes ovocytes, et puis mes ovocytes ont rencontré les spermatozoïdes de monsieur. Et il en est sorti que ça a marché, donc il y avait quelques embryons, et qu'on a pu faire une FIV. Vous avez donc des embryons quelque part qui attendent si besoin. Exactement. On nous a demandé. On nous a demandé si on était d'accord, c'est pas une obligation. Ouais. Et il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais c'est bien, c'est déjà ça. Et oui, on l'a fait avec beaucoup de joie de savoir que peut-être si l'endométriose dégénérait pour moi, ça nous laissait une opportunité d'agrandir notre famille si un jour on en ressentait l'envie.
Oui, puis c'est une de tes forces, c'est quand même aussi de mettre un peu de poésie dans tout ce que tu fais. Et donc, non, mais c'est vrai que tout le parcours, tu as essayé de mettre de la joie, donc par exemple, bah, oui, même dès qu'on voyait les images, par exemple, pour le jour du transfert, bah, tu as donné un nom à ce jour-là, il neigeait dehors et tu as appelé que c'était le jour du flocon. Ouais. Voilà, tu m'aides, je pense que ça a beaucoup aidé le fait que tu mettes de la poésie dans ce parcours. Alors, elle met de la poésie et Pierre-Louis, qu'est-ce qu'il met dans tout ça? Pierre-Louis, il met beaucoup de force, en fait. J'ai mes meilleurs amis qui m'ont un jour dit que Pierre-Louis, c'était ma maison. Que du coup, voilà, elle sentait que j'étais vraiment... S'il était là, qu'il y avait quelque chose... je pense qu'on est complémentaires et qu'il y a des choses dans nos forces, l'un et l'autre, qui s'apaisent et qui se grandissent aussi. Mais dans le parcours PMA, oui, c'est vraiment ma force. Et puis aussi de me faire redescendre un peu sur Terre. Parce que tu vois... par exemple, ça aurait pu ne pas fonctionner. Et moi, j'étais partie sur « c'est bon, c'est parti ». Et il me disait, tu sais, le propre d'un parcours PMA, c'est des hauts et des bas, et des ascenseurs émotionnels très, très difficiles à vivre pour d'abord la femme et le couple aussi. Et il y avait 22% de chances que ça fonctionne dans les stats. Donc, il pondère. Voilà, sans trop me casser. Parfois un peu cassé quand même. Oui, parfois. Je suis maladroit. Je suis Capricorne. Hein, j'aurais pas dû dire qu'il est Capricorne. C'est un signe d'hiver qui vit en hiver dans une grotte. Voilà. Mais la maison est chaude. Oui, chaleureuse. Est-ce que ce serait juste de dire, Pierre-Louis, que tu es pragmatique, mais pour autant... pragmatique, mais pas dans le sens négatif du terme, vraiment pragmatique, et tu as une forme de résilience, d'adaptabilité, tu acceptes facilement les choses. Totalement. J'aime me dire que oui, il y a des stats, mais j'étais quand même assez confiant. Il faut qu'on se donne les chances de y arriver, et puis voilà, ça va fonctionner. C'est vrai que tu es pragmatique, oui. et résilient. Mais surtout, tu t'aimes bien avoir des difficultés, les surmonter, toi. J'ai l'impression. En même temps, moi, j'ai pas de l'endométriose, alors c'est toi la résilience. Je suis trop contente quand j'ai rencontré une meuf, ça va être un challenge, vraiment, ça va être hyper stimulant. Difficultés, oh là là. Gros level. Ça fait vraiment partie de ton caractère. Vous avez donc eu une petite fille, oui. Léane. Elle est née quand, Léane ? Léane, elle est née le 14 octobre 2021. Ça marche. Bien joué. Après l'accouchement, Tiffaine. Après l'accouchement, on entend parfois que les douleurs sont moindres après un accouchement. Est-ce que tu espérais que ce soit le cas, que ça aille mieux après ? J'ai fait bruitage de mauvaises réponses. Tu sais. Ouais. C'est moi qui me regarde dans ce temps. C'est faux, idée reçue. Alors, la grossesse ne soigne pas l'endométriose. J'en ai fait les frais. Ça arrive, donc on a raison de se laisser l'opportunité d'espérer, de guérir, ou en tout cas de se sentir mieux, d'espérer, ne pas se bloquer, ne pas rejouer son propre drame, ne pas attendre ses symptômes. Voilà, se laisser libre, mais force est de constater que je les attendais pas et que c'est revenu très violemment pour moi, parce que j'avais réussi à vivre sans traitement avant mon accouchement, avant ma grossesse, et qu'aujourd'hui je n'y arrive plus. Donc je prends une pilule pour m'aider à couper mon cycle, à couper mes règles et à essayer de diminuer le nombre de crises, mais surtout le développement de la maladie qui en fait est assez rapide depuis que j'ai accouché. Ouais. Comment tu vis tout ça ? Je le vis, alors je t'aurais vu il y a 2 semaines, donc ça change, il y a vraiment des vagues, et heureusement on est cyclique, tout est cycle, et vraiment j'essaie de faire un travail là-dessus sur accepter mes cycles. Donc il y a 2 semaines c'était très difficile, j'avais lâché de prendre des rendez-vous médicaux, j'avais lâché aussi de résister à la douleur, donc beaucoup de mal à me motiver, lâcher professionnellement, parce que c'est vrai que quand ça revient si fort et qu'on sait qu'on va être ménopausé d'ici peut-être 10 ans, on se demande comment on va vivre, surtout qu'on a une petite. Mais là j'ai plutôt la niaque, j'ai pris du coup des rendez-vous médicaux que j'ai fait des examens, il y a une médecin hier qui m'a enfin expliqué pourquoi j'avais si mal, alors que j'avais fait des IRM, des examens, des échographies, une fibroscopie, une coloscopie, et qu'on ne trouvait pas. Et là, hier, bam, ça y est, elle me dit que mes ovaires sont collés à mon intestin. Et elle me dit, c'est là, je vais toucher, et vous me dites. Et là, ça me fait ce que ça me fait tous les jours depuis 2 ans, depuis la naissance de ma fille. Et je lui dis, mais attendez, c'est ce que je ressens comme douleur. Et elle me dit, cherchez pas. C'est ça.
Et donc, c'est pas opérable, mais il y a plein de choses à faire pour essayer de diminuer les symptômes. Il y a de l'ostéopathie, il y a reprendre une alimentation anti-inflammatoire, il y a travailler sur la fatigue chronique, il y a moi travailler sur mon énergie avec le sport, le souffle, sur la rigidité. Donc, ça y est, j'ai un espoir. Donc, non, comment je le vis bien. Et je le vis bien aussi parce qu'entre nous, ça va. Et que voilà, Pierre-Louis m'a appelé après mon rendez-vous hier. Le couple est présent dans ma vie aussi pour ça, donc je me sens pas seule. Comment tu vis la fatigue chronique ? Enfin, comment vous vivez la fatigue chronique maintenant que vous avez un enfant ? Ça, la fatigue chronique dans notre couple, c'est un gros sujet de discorde, mais qui vient de moi. On se dispute parce que je me dispute. Ouais, Pierre-Louis fait pas partie de cette dispute, il l'entend, mais... Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que je fais partie de... Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Je fais partie des gens qui détestent être fatigués. Surtout quand j'ai pas de prise dessus et surtout quand j'ai envie de faire des projets, que j'ai des projets que j'ai envie de mener à bien. Et donc être fatiguée et ne pas réussir à me lever pendant une semaine, ce qui peut m'arriver. Aujourd'hui, à 33 ans, ça me rend dingue. Et donc, cette frustration, le fait de pas me sentir à la hauteur, de pas me sentir rayonnante, belle... va se répercuter sur nous et ça peut très vite partir en cacahuète. Et tu culpabilises par rapport à Léane, où tu te dis que t'es du coup pas présente. Oui, parce que toute mon énergie part vers ma fille, parce que ça je tiens la route avec ma fille. Donc le peu d'énergie que j'ai dans ces moments-là va vers Léane, mais j'ai plus d'énergie pour le reste. Donc ni pour mon développement personnel, ni pour l'aspect professionnel de ma vie, et puis ni pour notre couple. Ouais. Voilà, donc ça c'est compliqué, on n'a pas de solution miracle, à part chercher. Moi c'est vrai que On essaye de se répartir certaines choses, par exemple le matin ça va plutôt être oui. moi du coup, c'est vrai. Qui m'occupe de Léane. Je vais me réveiller, je vais sortir, d'abord on a un chien comme vous avez pu le voir, donc sortir le chien dès mon réveil, voilà, je vais essayer d'être actif sur une première heure où toi vas avoir du temps pour émerger. Oui. Et après, tu prends tout de suite le relais. Léane, de toute manière, elle veut rentrer dans la chambre, elle veut te voir, mais elle sait respecter une sorte de petit timing. Ouais, elle sait qu'il faut me laisser dormir une heure de plus. Si elle voit que la porte est fermée, elle va pas rentrer dans la chambre, elle va te laisser. C'est vrai. Et voilà, je pense que ça, c'est une des premières étapes. Il y a ça, et il y a aussi le fait que du coup tu gères vraiment le matin, même jusqu'à 11h, tu l'emmènes chez sa nounou, etc. Et que moi, j'essaye de gérer plutôt le soir, mais dans la mesure où à 21h, je suis hors service, quoi. Oui. Souvent, je suis fatiguée. Donc, ça, allez, 22h dans les bons jours. Non, mais en général, voilà, moi, ma période vraiment d'énergie, elle est entre 10h, 11h même, pour être tout à fait honnête, et 17h, 18h. Après, ça baisse fort vite. Et la fatigue chronique, c'est ça dans ma vie. Et donc, heureusement que j'ai un partenaire de vie dans mon équipe qui a de l'énergie. Je sais pas, comment on aurait fait si t'avais pas eu d'énergie. Non, et puis j'ai la chance d'avoir un boulot qui me laisse libre en termes dans mes horaires. Donc on arrive à s'adapter aussi. C'est vrai que ça, c'est une chance. C'est vrai. Tout à l'heure, Tiffany, dès le début de la conversation, tu as dit le rôle d'aidant, il n'est pas simple. Est-ce que tu trouves que tu as un rôle d'aidant ou pas, Pierre-Louis ? Oui, quand même, ouais. Un petit peu. Mais ça me va très bien. Je suis très heureux et ça correspond quand même à ma personnalité. Même un jour, on avait discuté de projets pro. Est-ce qu'on se verrait chacun créer une entreprise ? Moi, moi, je me vois pas créer une boîte. Par contre, je serais super content d'être à côté de celui qui va la monter pour l'aider, pour conseiller et tout. Et du coup, pragmatique, voilà. C'est vrai. Donc cette partie d'aidant me dérange pas. Et non, c'est... Et comment tu le vis ? Parce qu'on parle de plus en plus en ce moment du rôle d'aidant, de l'impact que ça peut avoir en termes d'énergie, en termes de santé mentale aussi. Même si le sujet c'est l'endométriose et comment on vit l'endométriose, forcément vous êtes une équipe. Et donc toi, est-ce qu'aujourd'hui comment ça t'impacte aujourd'hui ? Comment tu vis tout ça ? En fait, je suis par exemple au niveau de notre relation par rapport à Léane, typiquement sur notre fille. Et je sens que je prends que ça équilibre beaucoup mieux le rôle père-mère. Non, mais c'est vrai, je trouve que quand on regarde les exemples de nos parents, de comment était présent le papa au sein du foyer,
je trouve que ça équilibre bien. Ah bah, c'est vrai que donc, nous, c'est du 50-50 et vraiment, je suis sympa. Parfois, non, mais c'est vrai que tu es très, très présente pour Léane. Et que c'est un avantage moi, je suis super heureux. de l'inconvénient. Non, mais je suis super heureux de ça parce qu'entre guillemets, ça me fait sortir des sentiers battus du rôle du père et donc je suis super content de ça. Donc, je sais plus exactement la question, mais voilà, du coup, je le vis bien. Ça va. Ouais, non, oui, c'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours parce que en ce moment, je suis quand même assez fatiguée. Moi, je trouve ça lourd, mais toi, tu me dis que c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Je double-check quand même. Je dis, mais ça va, parce que là, ça fait 3 jours que t'emmènes Léane. Moi, c'était une période compliquée là, avant de savoir ce qui se passait. Là, maintenant, j'espère que ça va aller un peu mieux, mais il n'y a pas de traitement. Donc non, mais c'est quand même... C'est pas lourd, c'est juste si on a un autre enfant, je me dis que là, ok, ça va être chaud. Ça va être très très challengeant. Mais t'en as quand même envie. Ça alors. Oui. C'est là où il y a un côté... Ouais, j'en ai quand même envie parce que je pense qu'on sait s'adapter et donc on arrivera à trouver d'autres solutions. Voilà, on trouvera les moyens. Ouais, non mais oui. On s'adapte. Ouais. Toi, Tiffaine, donc t'as plein de symptômes, t'as la fatigue, les douleurs, etc. Aujourd'hui, t'es encore accompagnée par un ou une psychologue ou n'importe quel thérapeute, t'as du soutien? Oui, et heureusement. Non, c'est une super question parce que c'est très important pour moi d'avoir un accompagnement thérapeutique à côté. C'est mon espace. Ça évite. Tu posais à Pierre-Louis la question de aidant. En fait, ce que je pourrais de temps en temps déverser sur Pierre-Louis, mais pas sur lui, mais dans le sens moi avoir besoin de me confier, de verbaliser, de me plaindre, de rejouer certaines choses. Et en fait, je vis ça avec mon psy. J'ai un rendez-vous par semaine, c'est beaucoup plus que ce que j'avais avant, et c'est essentiel. Ça me cadre. Parfois, j'ai choisi un psy homme. J'ai toujours eu des psys femmes avant, et c'est très bien parce que ça m'apporte une forme de regard aussi. Pragmatique, moins émotionnel et moins maternant qu'avec une femme, je trouve. Je veux pas être dans le cliché, mais en tout cas, c'est vraiment la posture qu'a ce psychologue. Et ça m'enrichit beaucoup dans mon quotidien et je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus alignée depuis que je vois cette personne. Et pour moi, c'est un gros plus aussi. Parce que parfois, j'avais pas les réponses à t'apporter. Et puis, il y a des choses que t'as pas forcément envie de me confier. Et donc, moi, je sens que ça fait une énorme différence. Ça nourrit nos échanges. Parfois, quand je sors d'une séance, on va avoir un sujet. Et puis, c'est vrai que t'avais pas les réponses à tout, mais bien heureusement, encore heureux. Et que lui, alimente, moi, mon propre raisonnement. Et ça me protège aussi un peu de tout mélanger avec Pierre-Louis. Il y a une petite période dans notre couple où j'ai trouvé qu'on était beaucoup couple. Mari et femme du coup parce qu'on s'est mariés, moi maman et lui papa, mais en fait la femme et l'homme, enfin moi je me sentais plus du tout femme et je pense que ma santé jouait aussi, vraiment je me sentais plus femme et je me suis retrouvée parce qu'on a pris de la distance. Je suis partie une semaine et puis après une autre semaine, lui aussi, enfin j'ai la sensation que tu me l'avais partagé. Ouais, totalement. Et puis la thérapie aide aussi à pas se reposer complètement sur l'autre corps et âme et à se prendre en charge, à raisonner pour soi, à trouver ses propres clés. Pour moi, c'est important d'avoir cet espace. Tu fais pas que ça, en plus. Non, il y a le yoga, il y a les cercles de femmes. C'est ça. Oui, là, il y a la danse. Ouais, t'as fait J'essaye de la sophrologie. T'es passé par plein de choses et tu continues. Et c'est, Non, mais je veux pas non plus me laisser aller, quoi. Ouais. Hein on va pas se laisser aller. Avant de clôturer ce podcast, est-ce qu'il y a des infos sur lesquelles je ne vous ai pas du tout amené? Après, j'aurai quelques dernières questions pour clôturer, mais est-ce qu'il y a des choses là qui vous semblent hyper importantes, des sujets qu'on n'a pas abordés? Moi, je sais pas, je dirais peut-être... je sais pas si on a bien parlé de la prise de pilule que tu as eue là, après la naissance de Léane. Qui change la personnalité? Ouais. Ah. Pour le couple, je trouve que c'est important. Oui, c'est vrai que ça, c'est... D'ailleurs, mon thérapeute, puisqu'on parlait de ça à l'instant, m'a dit « Ah bon, ça fait ça sur les femmes ?» Et je pense que c'est important de le dire et le redire. Aujourd'hui, le traitement, c'est des hormones pour l'endométriose. Il n'y en a pas d'autres. C'est important que les femmes qui ont des endométrioses, qui se développent, soient prudentes. Aujourd'hui, c'est quelque chose de raisonnable de prendre un traitement. C'est pas que... génial et inspirant de ne pas prendre de traitement. Il faut vraiment faire ses choix en conscience.
En revanche, c'est des traitements qui sont forts pour le cerveau, pour le corps, et c'est très important de s'observer parce que ça peut changer le caractère et la personnalité. Et c'est de manière très insidieuse, donc on ne se rend pas compte qu'on tombe parfois dans des phases de dépression à cause des hormones, on mélange tout. Ou alors on ne se rend pas compte qu'on se reconnaît plus et qu'on n'est plus nous-mêmes. Donc dans le couple c'est compliqué quand on prend des traitements comme ça parce que il faut retrouver ses repères, savoir qui on est. C'est là aussi où un suivi thérapeutique peut avoir du sens et aussi où le partenaire est important. Parce que moi, Pierre-Louis, il m'a dit là par contre en ce moment je te reconnais pas. Oui, puis on a parlé sexualité tout à l'heure, mais baisse de libido aussi. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est un tout. Là, tu parles des effets psychologiques et tout. Si on met des mots sur certains effets, il y a aussi ça a aussi une incidence. Oui, c'est vrai. Donc, dans un couple, c'est pas... ça fait partie aussi des sujets de discussion. Ouais, tout ça. Voilà. Et peut-être sur la grossesse. Ouais. Un petit mot. Dis-moi. C'est vrai que j'ai beaucoup sauté cette période-là pour les personnes qui nous écoutent et qui disent « Nous, on avait envie de savoir ». C'est parce que je trouve qu'il y a tellement de sujets et je profite que vous soyez en couple pour vraiment aborder le couple. Mais bien évidemment, dis-moi des petits mots sur la grossesse. Et pour ceux qui, ne sont pas rassasiés parce qu'on n'aura pas assez parlé de grossesse, je ferai un autre sujet, endométriose et grossesse. Mais je t'en prie, Tiffany. En quelques mots, et même pour relier au couple, on peut... Vraiment, il y a très très peu d'informations aujourd'hui, de recherche qui est venue nourrir l'endométriose et la grossesse. Il se trouve que dans mon corps, j'ai ressenti qu'il y avait des douleurs d'endométriose qui étaient présentes pendant la grossesse, qu'il y a des soignants qui l'ont totalement entendu et d'autres pas du tout. Qui m'ont dit que c'était carrément impossible. C'est pas vrai, c'est pas grave, mais c'est important en tant que femme de savoir qu'on peut avoir des symptômes des sensations de tiraillement quand les adhérences tirent, qu'on n'a pas tout à fait la même physiologie. Donc il y a des petites choses qui peuvent faire mal, qui peuvent être inconfortables. Et pendant cette grossesse aussi, il y a une anxiété qui est liée à l'endométriose. Toute petite augmentation du risque de fausse couche, de moins de 10%, mais qui est là dans la tête d'une future maman. Oui. Et je pense qu'en couple, ça peut être intéressant de faire des choses pour séréniser sa grossesse. Nous, on a fait de l'aptonomie. C'est quelque chose qui nous a porté, puisque du coup, le papa était déjà autour du bébé, même s'il ne le sentait pas dans son corps. Et on a fait aussi, Pierre-Louis n'est pas du tout là-dedans, il ne fait pas de méditation, il ne fait pas de visualisation, mais pour la grossesse, et seulement pour la grossesse, il a fait 1 ou 2 visualisations avec moi. Et c'était génial. Ça nous a fait rire. Il y a d'autres choses autour, voilà, sans se prendre trop sérieux. Non, mais j'avais senti les ânes bouger dans ton ventre, alors qu'elle était totalement calme juste avant. Enfin, c'était chouette. Voilà, donc pas hésiter quand on est atteint d'une maladie chronique, endométriose ou autre, mais qu'on a en tout cas quelque chose qui vient nous handicaper au quotidien, à se proposer plein de petites clés ensemble, quand on est en couple en tout cas, pour réussir à rendre un peu plus ludique et créatif tout ça. Justement, j'allais vous demander, là, si, avec tout ce que vous avez expérimenté, si demain vous vivez un moment de moins bien dans le couple, c'est quoi votre truc à vous pour vous reconnecter l'un à l'autre ? Si vous en avez un. Moi, je pense moi, je dirais que c'est reconnaître qu'on est que humain. Et être très doux l'un envers l'autre et pas forcément mettre de mots mais se poser ensemble et se tenir dans les bras. Mais c'est marrant parce que moi je dirais prendre de la distance. Ben voilà. Je t'adore. Mais voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a des petits bisous. Non mais oui, parce que moi je dirais si ça va pas entre nous, prendre quelques jours. C'est mon côté aidant, ça. Mais oui, non, mais heureusement qu'on est complémentaires. Moi, c'est aussi de ça que je tombe amoureuse. Hein. Mais non, ça serait du coup. Et peut-être que t'es tombé aussi amoureux de moi parce que j'étais pas, que j'aimais bien prendre de la distance de temps en temps pour me recaler. Mais non, moi, c'est prendre de la distance, essayer de retrouver de la clarté, voir ce qui me met en colère, pas responsabiliser l'autre pour ce que j'ai à vivre et revenir après et là se parler à fond. Et ça nous a sauvés plus d'une fois. Se parler à fond, dire ce qu'on a vécu, dire ce qu'on pense, dire ce qui va pas, voilà, une soirée, blablabla. C'est ça. En étant. Ouais, en fait, j'ai l'impression de ce que j'entends qu'il y a une espèce d'évidence qui est nous, on est une équipe, on est un couple. Donc, s'il y a un truc à un moment donné qui fait qu'il y a des frictions, c'est peut-être pas forcément le couple le problème, on va aller voir en dehors. Si on trouve un truc, c'est qu'effectivement, il y avait autre chose. Et sinon, il y a peut-être des ajustements à faire dans le couple, mais en tout cas, on n'est pas là à vivre sur le même point. Exactement. La plupart du temps, quand on a eu des phases de gros moins bien tous les deux,
Mais en fait, la plupart du temps, c'est qu'il y en a un qui est plus du tout aligné. C'est qu'il y en a un qui est frustré dans sa vie. Et c'est pas toujours lié à la... Enfin, là, je sors un peu du scope de l'endométriose, mais ça peut être lié à plein de choses. C'est le couple. Et c'est le couple, ouais. C'est que moi, quand ça va pas dans mon couple, finalement, la plupart du temps, c'était que j'étais plus heureuse dans mon boulot, ou alors qu'il y avait quelque chose que je devais régler à côté perso, dans mes liens. Et Pierre-Louis, les fois où ça allait pas, c'est qu'il y avait moins de motivation dans sa vie, et on se le remet dessus parce que c'est plus facile. Donc, ouais, prendre du recul, je pense que c'est top, et voir qu'on aime l'autre et qu'il nous manque. Oui. C'est vrai. Non, mais ça fait c'est pour ça qu'on essaye, par exemple, on essaye de mettre en place des vraies sortes de petits breaks où à des moments il y a l'un ou l'autre qui part quelques jours, histoire d'apprendre à se manquer. Plutôt l'un que l'autre. Ouais, plutôt. Elle qui part. Ouais, elle part et moi je reste Ouais, ici. je pars. Ouais, j'aime bien. J'aime bien Charenton. Je vous pose mes petites questions de fin. Ouais. Je sors de l'endométriose aussi. Une question, sachez que je l'ai posée qu'une fois dans un seul épisode, donc c'est la première fois que je vais la poser à un homme qui plus est. Du coup, je vais d'abord demander à Tiffaine, est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu t'es empêchée de faire en te disant, ça je peux pas le faire parce que je suis une femme? Ouais, je pense que je me suis empêchée de prendre la parole à certains moments sur des sujets. Tu vois, par exemple, un sujet politique ou sur des idées sociétales ou sociales. En tout cas, oui, ça m'est arrivé à certains moments de me dire là, je me sens pas de dire ça parce que je suis une femme et qu'on va pas m'écouter ou qu'on va pas me prendre au sérieux. Voilà, je pourrais dire ça. Aujourd'hui, je travaille dessus, donc j'espère que parfois je ravale un peu mes peurs et je me dis, je le dis quand même, puis si j'ai l'impression qu'on me prend pour une idiote, bah, je le redis. Mais il y a 5-6 ans, je disais pas. Pierre-Louis, est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêches de faire parce que tu te dis, ouais, je peux pas faire ça, je suis un homme? C'est une très bonne question. Comme ça, ouais, j'ai grandi avec 2 grandes sœurs, une maman très féministe. Très féministe. Enfin, Ouais, non, mais si, c'est clair. Donc, j'ai pas été éduqué dans un truc, le rôle de l'homme c'est ça, le rôle de la femme c'est ça. Donc, je crois pas m'être privé de faire certaines choses. J'ai toujours peut-être exprimé certaines émotions. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le laisse ne pas le dire? Si, ça vient, mais ça prend du temps. Ouais. Non, exprimer certaines émotions, je pense, d'une certaine forme de sensibilité. Totalement. Ouais. Et pour une femme aussi, exprimer sa colère. Je sais pas, toi, Charline, ce que tu penses de la colère. Ne m'amenez pas là-dessus. Mais je lis un livre qui s'appelle Oser la colère en ce moment, et je vois que pour moi, c'est... Moi, je te le prendrai. Il y a quelque chose de... c'est pas féminin, et c'est... pourquoi? Enfin, je sais pas quoi faire de cette émotion. Je suis ressortie hyper émue du spectacle. Et bien d'ailleurs, c'est l'épisode qui sort juste avant vous, de Swan Périssé, qui est humoriste et qui joue actuellement à Paris et qui ensuite va jouer partout en France et en Belgique. Son spectacle qui s'appelle Calme et qui parle de la colère. Et en fait, ça m'a émue parce que je me suis dit, mais moi, je suis incapable d'aller rencontrer ma colère. Moi aussi. Ouais. Tout pareil. Voilà. Et je l'explique pas encore, donc c'est intéressant de plonger dans le sujet de temps en temps, mais je suis sûre qu'il y a un truc à dire là-dessus. Écoute, on se rappelle dans un Antiphène, on fait un podcast sur la couleur. Et ben voilà. Sur la couleur. Tu vois, mon esprit ne veut pas aller dans la colère. Tout de suite, il change pour un mot couleur. En fait, je pense à la couleur, voilà. Avant-dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie? J'adore, je sais pas. Je suis désolée, je vous prends de court. Le meilleur conseil. Alors, comme ça, de but en blanc. Ou une chose que vous aimez répéter régulièrement, tu vois, une phrase, un conseil que tu donnes souvent, même si c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, dans le sens que finalement, tu l'utilises tellement souvent qu'il est très pertinent. Moi, je dirais qu'on apprend de ses erreurs. Et de ne pas rester bloqué sur son passé, mais de continuer d'avancer. Apprendre de ses erreurs, ouais, ça te va bien, c'est vrai. Tu fais vraiment ça. Moi, je dirais, quand on a une blessure qui passe pas, du coup, on n'est plus du tout dans l'endo, mais si on a par exemple des blessures qui guérissent pas, notamment relationnelles,
Il y a quelqu'un qui m'a donné ce conseil, ça m'a beaucoup aidé. C'est peut-être que s'il y en a une séparation qui se passe mal, si en amitié c'est compliqué, ou en amour, ou professionnellement, de séparer, c'est peut-être que les personnes qui doivent sortir de notre vie à un moment sont parties avec une partie de nous. Et c'est récupérer cette énergie, reconnaître qu'on a le droit aussi à un moment de récupérer ce qu'on a trop donné à un moment. Et voilà, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné parce que j'avais du mal à couper certains liens. Et en fait, depuis qu'on m'a dit ça, de temps en temps, je me pose et je me dis, ok, là, ça fait plusieurs années que je pense à cette séparation, à cette rupture, à cette relation non aboutie. Et ben, je vais récupérer l'énergie parce que cette personne a dû partir avec une partie de moi, sans le vouloir forcément. Et à chaque fois, ça m'aide et ça me permet de couper. Et je fais ça avec plein de situations et ça m'aide beaucoup. Okay. C'est un peu voilà, mais bon, j'ai pensé à ça. Merci. Dernière question, comment vous allez aujourd'hui ? Bien. Bien, très bien. Ouais. Très bien. C'est beau de se dire qu'on avance dans la vie malgré les difficultés et que ça se passe avec plein de belles couleurs quand même. Totalement. Avec l'être qu'on aime. Oui. Effectivement, très heureux et surtout confiant en l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je pense vraiment de trouver notre équilibre et de nous développer en tant qu'individus pour faire grandir notre couple. Je pense qu'on en a tous les deux besoin aussi, de individuellement se développer sans jamais oublier que c'est aussi pour nous qu'on le fait. Oui, et de savoir de rayonner un petit peu. Ouais, de nous amuser. De nous amuser, d'apporter un peu de lumière autour de nous. Oui. Ouais, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est un bel objectif. Ouais. Et ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci Tiffany et Pierre-Louis. Merci Charline. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre écoute. Si vous pensez que cet épisode peut faire du bien à beaucoup de monde, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Mais également, si vous l'écoutez sur les plateformes de podcast, à mettre une note, à mettre un petit pouce en l'air si vous l'écoutez sur YouTube, à le partager pour qu'il puisse rayonner et faire du bien à beaucoup de couples. Merci pour votre soutien. Je vous mets en commentaire où trouver Tiffen. Est-ce que je mets en description où trouver Pierre-Louis ? Juste en commentaire où trouver Tiffen, son podcast, son compte Instagram. Vraiment, je vous invite à écouter tout ça parce que c'est riche et je pense que vous aurez senti toute la douceur de Tiffen. Encore merci à vous deux. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de Monster Story.